Bonjour à tous, Alexandre Sartre de retour pour vous dans cette formation. Formation aujourd'hui qui est un petit peu particulière puisque on va aborder des notions juridiques. Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez comment dire, d'assez compact. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme si vous ne comprenez pas l'ensemble là, des slides qui ont été faites. Là, c'est du juridique, donc on n'est pas tous juristes. Je veux juste ici mettre en place cette formation sur l'ambulancier et la responsabilité, parce qu'on voit passer beaucoup de tout, mais surtout du n'importe quoi, notamment sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est nécessaire pour les ambulanciers d'avoir un minimum de culture juridique, parce que c'est ce qui manque beaucoup à la profession en France. Je vais vous mettre ça en plein écran. Avec le but là, de cette mini-formation, on va dire, là, c'est d'arriver à déterminer c'est quoi cette responsabilité dont on entend parler tout le temps. Là, ah, mais là l'ambulancier diplômé d'État est responsable de ceci, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. C'est quoi exactement la responsabilité? On entend parler de ça, de tout n'importe quoi, sans savoir réellement ce qu'il y a derrière cette notion-là. Fait que ça va répondre à cette question-là aujourd'hui. Qu'est-ce que la responsabilité? Puis comment est-ce que ça se traduit chez l'ambulancier diplômé d'État et l'auxiliaire ambulancier? Les relations entre les deux, là, qui est responsable de qui, puis de quoi, puis qui a le droit de conduire, qui doit être derrière avec le patient? C'est quoi toutes les mythes et les légendes qu'on entend là-dessus et qui sont juste n'importe quoi? On va décrypter ça aujourd'hui. C'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je vous dis aujourd'hui. Là, puis vous allez voir, là, j'ai été totalement transparent. Là, je vous ai mis l'ensemble de mes sources. Là, puis je me fie pas seulement à mes années d'expérience dans le milieu juridique. Là, vous êtes libre d'en penser, bien sûr, ce que vous voulez. Puis je reste toujours ouvert, bien sûr, par mail ou Messenger à l'ensemble de vos questions ou de vos remarques. Là, si c'est juste pour dire, bon, oui, non, je suis pas d'accord parce que dans mon entreprise, on fait ça d'une autre manière, bon, vous comprendrez que la portée de ce genre d'argument est relativement limitée. Mais on va survoler aujourd'hui tout ce qui va être le juridique par rapport à la responsabilité ambulancière. Juste pour recadrer, parce que c'est important aussi que l'auteur ait une certaine crédibilité quand même dans ce qu'il dit. Puis vous me connaissez beaucoup en tant que paramédic, mais il y a aussi un versant juridique qui fait partie de ma formation. Fait qu'au Canada, ici, là, je suis encore en détachement de la police. Bon, la petite histoire, j'étais major de promotion en 2015. J'étais secrétaire général et directeur du service juridique de la TSU 94 en 2017 et 2018. Puis j'ai aussi œuvré pour le comité départemental de l'aide médicale urgente, donc en lien avec le préfet, le directeur médical du SAMU, le directeur médical faisant en fonction pour les pompiers de Paris notamment. Vous me connaissez aussi en tant que formateur d'Action en But. Bon, le diplôme d'études collégiales en soins préhospitaliers d'urgence, ça vous le savez déjà. Plus particulièrement également, j'ai également un certificat en technique de profilage criminel. Puis je suis instructeur bon, pour la Fondation des maladies du cœur du Québec. Voilà pour moi. Maintenant, au niveau de la responsabilité en elle-même, de quoi est-ce qu'on parle? La responsabilité, il y a plusieurs facettes là-dedans. C'est pas juste un élément où on se dit, toi, tu es responsable de telle chose, puis c'est comme ça, c'est la loi qui le dit. C'est un petit peu plus nuancé que ça, puis vous allez voir que ça fait une importance assez cruciale pour arriver à comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Fait que la définition qu'on retient dans le fond, une notion de responsabilité, si on prend un dictionnaire quelconque, on nous dit c'est l'obligation qui est faite à une personne, donc c'est une contrainte, c'est une obligation, faite à une personne de répondre de ses actes, donc de se justifier par rapport à ses actes, du fait, donc en raison du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Ça, c'est la définition brute de décoffrage. Là, vous ouvrez un dictionnaire, c'est ce qu'on va vous donner comme notion sur c'est quoi la responsabilité. On va nuancer pas mal ça par la suite. Puis la responsabilité, là, vous le voyez, ça s'entend différemment selon le domaine avec lequel elle est associée. On n'est pas responsable de la même manière dans un domaine par rapport à un autre.
Donc dans les domaines de la responsabilité, là, notamment, c'est sûr que nous, on s'attache par rapport au droit, c'est ce qui nous intéresse. Puis notamment, en premier lieu, le droit administratif. Le droit administratif, c'est ce qui gère toutes comment dire, les relations entre les particuliers et l'administration ou entre les administrations. Donc notamment, on parle de responsabilité de la puissance publique. Ça, ce que ça veut dire notamment, c'est que les personnes morales, donc tout ce qui est les entreprises, les administrations qui relèvent du droit public, donc de l'administration, on n'est pas dans le privé, eh bien, elles peuvent voir leurs responsabilités engagées à l'égard des particuliers ou d'autres collectivités, soit pour faute, soit sans faute. Donc en fait, tu peux à tout moment faire engager la responsabilité, par exemple, d'une municipalité ou d'un département ou d'une administration publique quelconque, parce que cette responsabilité-là a commis une faute. C'est ce qu'on appelle ça, on appelle ça la responsabilité de la puissance publique. Dans le droit constitutionnel, cette fois, on a aussi plusieurs formes de responsabilité. On a la responsabilité notamment politique. Là, c'est la personne qui est titulaire d'un mandat politique, donc un élu, de répondre de son exercice devant celui ou ceux de qui il la tient. Donc, par exemple, vous nommez monsieur le maire, par exemple, à la mairie de votre commune, eh bien, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez lui demander des comptes, puis le maire a l'obligation au niveau politique de vous répondre, voilà, au niveau politique, il y a ça, ça, ça. On a la responsabilité ministérielle également, qui permet, dans le fond, ce qu'on vous dit là, à l'organe législatif de contraindre le gouvernement à démissionner. Ça, c'est quelque chose de très technique, on va dire, sur le plan du droit constitutionnel, mais en gros, ça revient toujours à l'idée que le ministère, le gouvernement, est responsable devant le Parlement. On a aussi la responsabilité du gouvernement. Bon, là, on s'éloigne un peu du domaine ambulancier, mais également, on est toujours dans cette notion de responsabilité-là. Le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale pour faire passer un certain nombre de décisions sans avoir besoin de passer devant le Parlement. Vous avez les références entre parenthèses. Dans le droit civil, pareil, on a une responsabilité civile, la fameuse responsabilité civile. Quand vous prenez une assurance, généralement l'assurance de responsabilité civile, bah, c'est ça. C'est ce à quoi elle sert. Dans le fond, c'est l'obligation pour une personne de réparer un dommage subi par autrui à la suite d'un événement dont elle est responsable. Donc vous êtes en train de jouer au football dans la rue, vous tapez dans le ballon, puis vous allez, sans faire exprès naturellement, casser la vitre du voisin. Eh bien, ça relève de votre responsabilité civile de réparer ce dommage que vous avez créé. Vous êtes également possiblement tenu à la responsabilité contractuelle. En tant qu'ambulancier, c'est sûr que c'est rare que vous fassiez, que vous soyez à l'origine d'un contrat, mais en général, vous en faites l'objet. La partie a un contrat qui n'exécute pas ses engagements est responsable de cette inexécution. Bon, évidemment, si vous avez une entreprise, par exemple, que vous passez un contrat avec un fournisseur, puis que vous ne payez pas ce fournisseur, bon, vous avez une responsabilité contractuelle vis-à-vis de votre fournisseur que vous n'avez pas payé. Alors, la responsabilité des artisans, pareil, les artisans responsables des dommages causés par leurs apprentis durant le temps où ils sont sous leur surveillance. Vous êtes un artisan, puis vous avez un apprenti. Votre apprenti il fait une bêtise, il fait pas correctement son travail, puis ça entraîne des dégâts, c'est l'artisan qui est responsable. Bon, responsabilité des pères et mères, pareil, responsable des fautes commises par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux. Les responsabilités du fait des animaux, vous avez un chien et il vient casser le vase, pareil, du voisin, vous en êtes responsable. Responsable du fait des bâtiments, pareil, quand vous êtes propriétaire d'un bâtiment et que ce bâtiment-là est responsable de dommages, par exemple quand c'est causé par la ruine, quand c'est le défaut d'entretien ou un vice de construction qui en fait l'objet. Bon, ça, c'est un petit peu moins
en lien avec l'ambulance. Et la responsabilité aussi du fait des choses inanimées. Bon, là, en gros, tous ceux dont vous avez la garde et pour lequel vous êtes à l'origine d'un dommage, eh bien, vous en êtes généralement responsable. Euh, Pareil, la responsabilité locative, bon, obligation pour le locataire de réparer les dommages qu'il aurait pu causer. C'est normal. Mais aussi, on peut avoir beaucoup de types de responsabilités différentes, notamment dans le droit commercial, le statut juridique des entreprises. Vous avez les SARL, sociétés à responsabilité limitée, ou les EURL. Tout ça, on est dans des formes de responsabilité particulières. Mais quand on parle de la responsabilité de l'ambulancier, de quoi on parle exactement? Eh bien, on parle du droit pénal. C'est de ça dont on veut parler quand on se dit là, l'ambulancier, c'est lui qui est responsable là du patient, c'est lui qui est ceci, cela. Bon, la responsabilité pénale, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'obligation de répondre de ces actes délictueux, donc le délit éventuel qu'on pourrait commettre, en subissant une sanction pénale, donc qui peut être une amende, un emprisonnement, autre forme de sanction, dans les conditions et les formes prescrites par la loi. Donc la loi a prévu que la sanction ce serait ça, donc on inflige ça. On a là-dedans aussi, on a de la responsabilité pénale atténuée, de la responsabilité pénale pleine et entière, etc. Donc voilà, on a essayé de simplifier ça bon, au maximum là, mais en gros, le droit pénal, c'est ça qui nous intéresse en tant qu'ambulancier parce que la responsabilité contractuelle ou ce genre de choses, c'est relativement peu contributif, ça ne concerne pas vraiment là. Il y a un article qui est à la base du droit pénal, puis ça, faut vraiment en prendre connaissance parce que c'est ce qui se base c'est ce qui se base à la source même de tout ce qui pourrait être qualifié comme étant une infraction, puis qui pourrait valoir une sanction. C'est l'article 121-1 du Code pénal. Puis cet article-là, il tient en une phrase: nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous ne pouvez pas être responsable pour quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Vous pouvez être responsable uniquement de ce que vous-même vous avez fait. Donc seul l'auteur d'une infraction peut être tenu responsable devant la loi pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire que si jamais votre auxiliaire met par exemple les avertisseurs lumineux et ou sonores sur l'ambulance en train de conduire et que la police l'arrête, eh bien, c'est le conducteur qui a commis l'infraction. Donc, ça va être l'auxiliaire qui était au volant, mais ça peut être pareil pour l'ambulancier diplômé d'État ou le conducteur ambulancier. Eh bien, ça va être la personne qui a commis cette infraction-là qui va être responsable. Donc, c'est lui qui va avoir la contravention. La contravention, elle n'est pas établie au nom de l'ambulancier diplômé d'État qui a strictement rien à voir dans l'histoire. On ne peut pas partir du principe que oui, mais lui, il est responsable de l'ambulance, donc c'est lui qui est responsable si jamais l'auxiliaire fait une bêtise. Non, non. C'est pas comme ça que marche le droit français. Le droit français se base sur l'article 121-1 du Code pénal. Donc lui, ce qu'il cherche, ce que la justice cherche à savoir, c'est qui a commis l'infraction. C'est pas qui avait le diplôme pour ça. Donc en bref, on l'a vu, seul l'auteur de l'infraction peut être tenu responsable devant la loi. Fait qu'est-ce que c'est une infraction exactement? Parce que si on s'entend à chaque fois qu'il y a une notion de responsabilité ici et là, c'est une responsabilité par rapport à quoi? C'est par rapport à une infraction a priori. C'est pour savoir qui c'est qui va être puni de l'infraction qui a été commise. Qu'est-ce qu'on entend par infraction? Là aussi, c'est important. Bon, on sait, voilà, c'est une atteinte à une loi ou à un règlement, mais surtout, ça doit comporter trois éléments pour être qualifié d'infraction. S'il y a l'un de ces trois éléments qui est manquant, il ne pourra jamais y avoir de sanction, ou alors cette sanction-là va être très atténuée. D'abord, on a un élément légal. Fait que l'atteinte qui a été faite à une loi ou à un règlement, il faut que ce soit prévu précisément par cette loi ou par ce règlement. Par exemple, je vous donne un exemple simple.
Le code de la route précise qu'il est interdit de faire usage d'un téléphone portable tenu aux mains par le conducteur d'un véhicule en circulation. Bon, si mon téléphone portable n'est pas tenu en main, je ne peux pas avoir cet élément légal-là. Parce qu'on s'entend bien que l'infraction, il faut qu'elle soit clairement décrite. Là, ici, elle est parfaitement décrite pour le coup. Il faut que ce soit l'usage, il faut que ce soit un téléphone, il faut qu'il soit tenu en main, il faut qu'il soit tenu en main par le conducteur d'un véhicule, puis il faut que ce véhicule soit en circulation. Et qu'il y a toute une série de prémices, en quelque sorte, là, qui sont nécessaires. Donc cet élément légal, il est là. L'élément matériel, il faut que l'atteinte qui a été faite, ce soit effectivement l'infraction qui était réalisée. Par exemple, souvent, on a effectivement un élément légal, mais par exemple, euh, l'infraction en réalité n'a pas été réalisée ou partiellement. Dans ce cas-là, c'est pareil, on va avoir d'autres textes qui vont éventuellement prévoir, par exemple, la tentative. Là, on est vraiment dans l'élément matériel. Puis l'élément moral, bah, ça suppose un acte qui est accompli avec ce qu'on appelle intelligence et volonté. Là, ce qu'on veut dire par là, c'est que la personne qui va commettre cette infraction-là le fasse de son plein gré, puis le fasse en sachant pertinemment qu'il s'agit d'une infraction. Puis là, on ne pourra pas se défendre en se disant là, bah là, je savais pas, je pensais que c'était autorisé, etc. C'est pas ça qu'on veut dire par là. Ce qu'on veut dire, c'est que cet élément-là, il doit être caractérisé par le fait que la personne est en pleine possession de ses moyens et que lorsqu'elle le fait, lorsqu'elle commet cette infraction-là, elle sait qu'elle est en train de la commettre. On a parlé donc de ce qui constitue une infraction, puis on va aborder juste pour que vous puissiez mieux comprendre les nuances là, de pourquoi l'ambulancier, finalement, la responsabilité, là, c'était pas ce que je pensais. Finalement, entre l'auxiliaire et le diplômé d'État, là, c'est pas vraiment une histoire de quelqu'un qui est responsable de l'autre. On va parler de l'irresponsabilité pénale. Qu'est-ce qui rend une personne non responsable? Déjà, pour avoir une responsabilité pénale, il faut que l'individu soit capable de comprendre et de vouloir leurs actes. Donc, pour ça, on a l'article 122-1 du Code pénal, notamment, qui dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, au moment de l'infraction, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Ce qu'on veut dire là, c'est que la personne qui présente un trouble psychiatrique, par exemple, qui fait en sorte qu'elle n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'elle fait ou qu'elle ne se rend pas compte que ce qu'elle fait est mal, eh bien, on ne peut pas la tenir pour responsable au niveau pénal. Donc, dans les causes d'irresponsabilité, on a des causes objectives et des causes subjectives. Fuyez pas, là vous allez voir, c'est relativement simple, je vais vous expliquer. Les causes objectives, dans le fond, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est visible, alors que les causes subjectives, c'est quelque chose qui est propre à l'intérieur de l'individu, euh, propre à un sentiment en quelque sorte. Mais on va voir ça, vous allez voir, c'est assez simple. Une des premières causes d'objectifs d'irresponsabilité pénale, c'est l'autorisation de la loi. Ça, c'est l'article 122.4 du Code pénal. Puis l'autorisation de la loi, c'est tout simplement un acte prescrit ou autorisé par la loi, en fait. Donc, si par exemple un policier fait usage de la force à un moment donné pour maîtriser un individu, bon, c'est quelque chose qui a été prescrit ou autorisé par la loi a priori. Là, on ne parle pas d'éventuels abus qu'il peut y avoir dans des circonstances particulières, mais cet article 122.4 va l'exonérer évidemment de sa responsabilité pénale. On ne pourra pas le poursuivre parce qu'il a mis des menottes, par exemple, à quelqu'un, parce que les menottes sont précisément prescrits par la loi, par l'article 803 du Code de procédure pénale. Donc évidemment, lorsqu'un texte pénal et un autre texte sont contraires, donc là par exemple,
on parle de l'article 803 du Code de procédure pénale qui dit que, en gros, on peut soumettre quelqu'un au port des menottes ou des entraves s'il est considéré pour dangereux pour lui-même ou pour autrui ou susceptible de prendre la fuite. Eh bien, ça vient en contradiction avec, par exemple, le principe de liberté d'aller et venir. L'autorisation de la loi l'emporte sur la prohibition plutôt dictée par l'autre texte. C'est la liberté et la règle et l'interdiction l'exception. Fait que là, si jamais on dit que, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire telle ou telle chose, mais que il y a un autre texte qui dit vous avez le droit de faire cette même chose, eh bien, la liberté qui est donnée par les textes est la règle qui est retenue. Et que pour l'ordre de l'autorité légitime, ça c'est aussi quelque chose qui est important. C'est l'article 122.4 du Code pénal qui dit donc dans la linéa 2, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. C'est-à-dire que pour une personne qui reçoit un ordre d'une personne qui est investie du pouvoir de commandement au nom de la puissance publique. C'est-à-dire qu'on parle ici de police, gendarmerie, armée, police municipale, des personnes qui ont des prérogatives de puissance publique parce qu'ils sont le bras armé de la société. Eh bien, il se pourrait que ces personnes-là donnent un ordre à une personne de commettre une infraction. Par exemple, tout simplement, un policier vous arrête, puis il vous demande pour rejoindre le lieu d'un contrôle, par exemple, de franchir une ligne continue. C'est un exemple tout bête, mais vous allez commettre une infraction, mais c'est une autorité légitime qui vous l'a demandé. Donc, bah, évidemment que vous allez pouvoir traverser cette ligne blanche continue, par exemple, pour aller vous faire contrôler, pour aller contrôler vos papiers, etc. Sauf si cet acte est manifestement illégal. Ici, là, on rentre dans une espèce de hiérarchie de l'illégalité, parce que on vous dit que effectivement vous avez accompli un acte illégal en franchissant cette ligne continue, un acte qui est répréhensible, qui est une contravention prévue au code de la route. Mais on vous dit, vous devez donc le commettre, mais pas si cet acte est manifestement illégal. C'est-à-dire qu'il y a une certaine notion de relativité à avoir. Si le policier ou si une personne X ou Y vous demande d'aller vous jeter du pont ou d'aller tuer quelqu'un, naturellement, l'acte est manifestement illégal, puis ça va être difficile à justifier, même si c'est une autorité légitime qui vous le demande. Donc c'est ça l'esprit du 122.4. C'est vraiment l'acte commandé par l'autorité légitime. Naturellement, on a la légitime défense. Puis là, depuis quelques années, on différencie la légitime défense du citoyen de celle des policiers, gendarmes et autres. Donc, pour les citoyens comme vous et moi, on relève de l'article 122.5 du Code pénal. De mémoire, ça te donne n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à une menace injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense engagés et la gravité de l'atteinte. Ça, c'est de tête. L'état de nécessité, l'article 122.7 du Code pénal, ça, c'est aussi un acte, c'est un élément qui pourrait nous servir en tant qu'ambulancier. L'état de nécessité, dans le fond, on dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui face, donc l'ambulancier par exemple, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne, donc de soi-même, autrui ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Donc, vous avez une personne qui est dans un véhicule en feu
Le véhicule commence à prendre feu, puis il y a eu un accident, donc la personne qui est à bord de ce véhicule-là a un traumatisme, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez aller l'extraire de ce véhicule-là sans prendre les précautions, sans user de matériel ni quoi que ce soit, parce que si vous la laissez là, elle va mourir. Fait qu'il y a bien un danger actuel ou imminent, la voiture qui prend feu, ça menace autrui, la personne qui est dans la voiture. Je vais accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de cette personne, c'est-à-dire l'extraire de ce véhicule-là, même si je sais que je vais le faire aux dépens de son état de santé. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va rester paralysée, je ne sais pas, ou peut-être que je vais lui causer d'autres blessures, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne va pas y avoir de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace, parce que si je la laisse là, elle va décéder de manière sûre et certaine. Ça, c'est l'état de nécessité. Pour les causes, là vous voyez, on était dans la cause objective d'irresponsabilité pénale, en haut. On va entrer dans les causes subjectives d'irresponsabilité pénale. J'espère que je vous ai toujours avec moi. Donc, ce qui pourrait vous rendre irresponsable aux yeux de la loi et donc ne pas entraîner de sanctions, notamment, on a la contrainte. Ça, c'est l'article 122.2 du Code pénal. Vous ne pouvez pas être pénalement responsable, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. C'est-à-dire que je vous mets un pistolet sur la tempe, puis je vous demande de frapper, d'aller voler une mamie dans la rue. Vous ne serez pas responsable pénalement de ce que vous allez faire à ce moment-là, parce que vous êtes en train d'agir sous une contrainte à laquelle vous ne pouvez pas résister. Parce que si vous ne le faites pas, bah, moi je risque de vous faire du mal. Ou alors, on kidnappe votre enfant, puis on vous demande, ça, c'est souvent dans les films, là, on vous demande d'aller braquer une banque, mettons, je prends un exemple extrême, on vous demande d'aller braquer une banque parce que sinon je menace de m'en prendre à votre enfant, par exemple. Ça, on est dans la contrainte, vous n'êtes pas pénalement responsable. L'erreur de droit, ça c'est un petit peu plus, touché, là, comme on dit au Canada, c'est un petit peu plus piégeux. Ça c'est l'article 122.3 du Code pénal, puis on prévoit l'irresponsabilité d'une personne qui justifie, c'est important de le justifier, avoir cru par une erreur sur le droit, c'est-à-dire que, écoutez, j'ai fait une erreur, je ne pensais pas que c'était ça, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte. C'est-à-dire que on fait une erreur de droit, on ne savait pas, on a fait une erreur, je pensais que c'était vraiment autorisé, mais ça ne l'était pas. Fait que c'est bien une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter. Et on pensait légitimement pouvoir accomplir ce qu'on a fait, mais ce n'était pas le cas. Fait que là, vous me direz, ce serait facile de se dire, ah mais là, je savais pas, là, donc tu sais, je risque pas grand-chose. Là, j'ai volé une voiture, mais je savais pas que c'était interdit. Déjà, il faut arriver à le justifier que vous aviez pas, que vous n'étiez pas en mesure d'éviter cette erreur sur le droit. Donc, faut pouvoir légitimement expliquer que vous ne saviez vraiment pas, parce que vous venez d'un pays où le vol est autorisé, puis que là, la voiture, elle était débloquée, puis là, vous pensiez vraiment que je pouvais prendre la voiture, même si elle n'était pas à moi, mais manque de peau, non, je ne pouvais pas. Fait qu'on vous dit là en bas, bon, c'est l'hypothèse dans laquelle l'auteur croyait en la légalité de l'acte qu'il a accompli, de sorte que sa responsabilité ne sera pas reconnue. Ça, c'est pas appliqué très souvent, je vous l'avouerai, mais c'est la Cour de cassation généralement qui use de ce genre de choses. Puis il y a eu une fois, en tout cas, ces dernières années, là où ça a été appliqué, c'était le 9 novembre 2000, dans un arrêt là, de la Cour d'appel de Paris. Mais c'est extrêmement peu fréquent d'utiliser. Puis la justice n'est pas abrutie. On se doute bien. Généralement, quand une personne arrive devant la justice, c'est rare qu'on ne sache pas déjà si elle est coupable ou innocente. Dans le sens où il y a déjà des mesures d'enquête qui sont prises jusqu'au moment d'arriver au moment du tribunal en lui-même. Fait que pour arriver jusqu'au tribunal, il y a tout un processus d'enquête, de rassemblement de preuves, etc., qui vont faire en sorte que bah, tu arrives le jour du procès en question. Ce genre d'article-là, il est très difficile à avancer parce qu'en général, il y a déjà toutes les preuves comme quoi l'irresponsabilité pénale ne peut pas être retenue. Puis les policiers, la première chose qu'ils font
quand ils vont travailler sur des affaires comme des affaires pénales, et ben, justement, ils vont mettre en premier lieu l'effort pour essayer de voir est-ce qu'il y a une susceptibilité de constituer une irresponsabilité pénale. Il y a autre chose, c'est l'atténuation de la responsabilité pénale. Donc on a une responsabilité qui est effectivement là, mais par contre elle est atténuée. Donc on a par exemple les troubles psychiatriques. L'article 122-1 du code pénal, la personne qui a été atteinte au moment des faits, au moment de commettre l'infraction d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Donc on vous dit la personne qui avait des problèmes psychiatriques, en gros qui ont altéré le discernement, c'est vraiment bon, je sais plus trop. Il me semble que je peux faire l'acte en question, mais je suis comme confus là par rapport à ça. Ou entraver le contrôle de ses actes, c'est-à-dire que j'agis comme une pulsion, mais je peux pas me retenir là. Donc cette personne-là demeure punissable au titre de l'article 122-1, mais la juridiction va tenir compte de ce problème-là pour déterminer la peine. C'est-à-dire qu'une personne qui avait un problème psychiatrique qui a fait que bah, j'ai eu une pulsion, fait que je l'ai frappé, mais c'est parce que je suis malade, je suis schizophrène et c'est pas de ma faute, j'ai eu une pulsion tout d'un coup. On va quand même punir cette personne-là, mais par contre, la peine va être atténuée. Puis on vous dit aussi que la juridiction en fixe le régime, c'est-à-dire que là où il y a par exemple une peine de prison qui est prévue, mettons 5 ans de prison prévue pour normalement ce genre d'acte, bah là la juridiction va par exemple ordonner des soins ou demander, mettons, des travaux d'intérêt généraux, ce genre de choses. La minorité, c'est également une cause d'atténuation de la responsabilité pénale, mais entre 16 et 18 ans, on peut être jugé comme un adulte sans tenir compte de cette excuse de minorité, ce qu'on appelle. C'est l'article 122-8 du code pénal. Là, les mineurs bénéficient d'une atténuation de peine en raison de leur âge. Donc là aussi, que ce soit dans les amendes ou comment dire, les contraventions, délits, crimes, qui sont les trois catégories d'infractions en France, eh bien, il y a des peines qui sont prévues pour les mineurs qui sont plafonnées. Bon, il y a autre chose là on arrive sur la fin, rassurez-vous, là, sur laquelle je voudrais également revenir, c'est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, dire que la convention collective prévoit que l'ambulancier diplômé d'État est responsable par exemple, du patient, et donc l'auxiliaire, s'il fait une faute, ben, l'ambulancier diplômé d'État sera responsable. Donc ça, par exemple, ce n'est pas possible parce qu'il existe en France ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est comment est-ce que les différents types de textes, les différents types de textes sont organisés. Il y en a qui ont plus de valeur que d'autres. Puis là, vous voyez, on va du moins important jusqu'au plus important. Par exemple, les droits de l'homme, généralement, sont au sommet de cette hiérarchie des normes. Puis les droits de l'homme vous disent, on peut pas, par exemple, on peut pas juger quelqu'un selon sa couleur de peau, par exemple. Bon, là, ça relève des droits de l'homme, fait qu'on est au sommet de la pyramide. Une loi, par exemple, ne pourrait pas dire que les personnes de couleur qui ne sont pas blanches n'ont pas le droit de rentrer dans les parcs entre 16h et minuit, par exemple. Parce que la hiérarchie des normes, une norme qui est inférieure ne peut pas aller à l'encontre d'une norme qui est supérieure. Puis là encore, ça revient à la responsabilité de l'ambulancier parce que l'article, le fameux 121-1, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, on le retrouve dans les lois et règlements. Fait que tout ce qui pourrait arriver plus bas, donc ici, on a des jurisprudences, par exemple. Donc une jurisprudence ne pourrait pas dire, suite à un jugement, où, par exemple, il y a un auxiliaire qui conduisait, puis il a mis les gyrophares, et là, il y a eu un accident. Une jurisprudence ne pourrait pas dire
moi, je dis que c'est l'ambulancier diplômé d'État qui devrait être puni parce que c'est lui qui a un diplôme ou autre explication vaseuse. Ça viendrait contredire la hiérarchie des normes, donc c'est pas possible. Le jugement serait caduque en fait. Donc je pense que la hiérarchie des normes, on est bon pour ça. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi. Alors c'est quasiment fini. L'article 121-3 du Code pénal, c'est ce qui pourrait éventuellement m'être opposé à cette formation-là, qui a pour but de dire que finalement la responsabilité, bah, chacun est responsable de ce qu'il fait, mais l'ambulancier diplômé d'État n'est pas du tout responsable de l'auxiliaire ou autre. Là. Ce qu'il faut avoir en tête dans l'article 121-3, dans le fond, ça vous dit que il peut y avoir un délit de mise en danger délibéré de la personne. Il y a également délit en cas de faute, d'imprudence, de négligence, de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, compétences, pouvoirs, moyens, etc. Là, on pourrait dire, oui, mais l'ambulancier diplômé d'État, là, si jamais il laisse l'auxiliaire, par exemple, avec le patient à l'arrière, eh bien, ça pourrait être considéré comme une imprudence. Ça pourrait être considéré comme une négligence. Il pourrait y avoir un manquement à une obligation de prudence parce que lui, il a un diplôme d'État en 6 mois. Et là, on est en train de laisser un auxiliaire ambulancier qui a 2 semaines de formation avec le patient. Ben là, c'est que c'est forcément, ça rentre dans ce cadre-là, le 121-3. On est bien dans un manquement pur et simple de l'ambulancier. Sauf que on est venu ici préciser qu'il fallait que la loi le prévoie pour qu'il y ait également, pour qu'il y ait justement cette faute d'imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ce manquement-là, cette obligation-là de prudence ou de sécurité doit être prévue par une loi ou un règlement. Or, il n'y a aucune loi, aucun règlement qui précise quelle doit être la place de l'auxiliaire et de l'ambulancier diplômé d'État dans une ambulance. Il n'y a aucun texte qui vous précise qui doit s'occuper du patient à l'arrière d'une ambulance. Et il n'y a aucun texte qui va décider qui est responsable de quoi à l'intérieur de l'ambulance. On a des phrases très génériques qui vous disent l'ambulancier diplômé d'État est responsable du transport, qui ne veut absolument rien dire sur le plan concret. Ok, tu es responsable du transport, mais tu es responsable de quoi exactement? Article 121-1 du Code pénal, hiérarchie des normes, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Donc, ça, c'était la suite également de l'article 121-3. Bon, ça vous dit que les personnes physiques qui n'ont pas, c'est-à-dire les personnes comme vous et moi, là, pas une entreprise, mais une personne qui a indirectement causé le dommage, dans le fond, qui a permis de faire en sorte que le dommage, la faute se commette, eh bien, elle pourrait être tenue également responsable. Sauf que là encore, il faut que ce soit une obligation qui soit prévue par une loi ou un règlement, ou une faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Et là, c'est valable si par exemple vous avez une bouteille d'oxygène, vous avez une ambulance qui est défectueuse. L'ambulance est défectueuse. Vous savez que les freins, ils sont rongés à l'os. Là, ça freine quasiment plus. Vous acceptez de prendre l'ambulance, d'aller effectuer de la garde SAMU à droite à gauche. Vous avez un accident dans lequel vous entraînez la mort de votre collègue et de votre patient. Là, c'est déjà arrivé malheureusement. Vous rentrez dans le cadre de l'article 121-3, fait que vous serez responsable indirectement parce que vous savez que vous avez commis une faute caractérisée en prenant cette ambulance-là, que vous saviez ne pas être sécuritaire. Puis ça a exposé les gens à un risque d'une particulière gravité. Vous êtes dans un véhicule, vous n'arrivez plus à freiner. Donc, et en plus, vous allez faire des interventions SAMU. Donc, on rentre bien dans l'article 121-3 du Code pénal. Concrètement, pour l'ambulancier, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on a abordé jusque-là, c'est que l'ambulancier diplômé d'État ne peut pas être tenu responsable d'un geste effectué par l'auxiliaire ambulancier. Donc, on n'a pas besoin de se dire là, si mon auxiliaire fait mal le geste de secours, je pense que l'ambulancier diplômé d'État va être responsable. Non. Article 121-1, hiérarchie des normes.
On ne peut pas tenir responsable une personne qui n'a pas commis elle-même l'infraction. Et si l'auxiliaire commet une faute, c'est lui qui va être sanctionné. Si l'ambulancier diplômé d'État commet une faute, c'est lui qui va être sanctionné. Il n'y a pas plus de responsabilité pour l'un que pour l'autre parce qu'il y a un diplôme qui est différent à ce niveau-là. Seule la personne, évidemment, qui a commis la faute peut être sanctionnée pour celle-ci. Puis naturellement, la question du diplôme ambulancier n'est à aucun moment un facteur de responsabilité pénale. On l'a vu jusque-là, je pense qu'on l'a assez abordé au fil de cette formation-là. Là, l'exemple de l'auxiliaire qui serait derrière avec le patient. Bon, le patient s'aggrave. À FGSU2, là, des deux côtés, auxiliaire ou ambulancier diplômé d'État, la justice ne va pas chercher à savoir, là, vous étiez ambulancier diplômé d'État, pourquoi vous n'étiez pas derrière? Bah, il n'y a aucun texte qui prévoit que l'ambulancier diplômé d'État doit être derrière. Puis tout le monde est pénalement responsable que de son propre fait. Fait que mon auxiliaire est tout autant capable que moi. S'il a commis des fautes, ça va être lui qui va en répondre devant la loi. Puis voilà, encore une fois, à la base du droit français, c'est vraiment cet article-là. Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. La bibliographie pour avoir monté cette formation-là, pour ceux qui ça intéresse, naturellement, c'est Légifrance, c'est ce que je vous invite à consulter dès lors que vous avez le moindre doute par rapport à quoi que ce soit dans le domaine ambulancier, parce que vous en allez en avoir qui vont vraiment vous dire tout et n'importe quoi. Moi, je vous ai apporté les articles précis qui parlent de notre sujet. Vous pouvez les consulter donc sur legifrance.gouv.fr. Je me suis basé également sur villagejustice.com pour les différents exemples et les jurisprudences. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales pour tout ce qui était les définitions, le DALOS naturellement pour le code pénal et Wikipédia pour l'illustration de la hiérarchie des normes. Voilà, j'espère que ça vous a pas mal intéressé. Puis si jamais vous avez des questions naturellement, vous pouvez me joindre sur Messenger ou Facebook Alexandre Sarthe ou sur mon adresse mail a.sarthe@live.fr. Voilà, je vous souhaite une belle journée et un bon courage pour ceux qui travaillent.